Et si votre esprit vous permettait d'explorer d'autres univers? L'équipe INRES vous présente une interview extraordinaire d'un voyageur de l'astral, Mark O'Byrne. Psychonaute aguerri, Mark est un habitué des états modifiés de conscience. Quitter son corps pour explorer des lieux inédits, tels que l'espace et les tréfonds de la Voie lactée, ne lui font pas peur, bien au contraire. Pour célébrer la sortie de la nouvelle création INRES TV, le jour où les terriens sont devenus extraterrestres, voici un question-réponse inédit avec Mark, l'un des intervenants du documentaire. Bonne écoute à toutes et à tous. Mark, selon vous, y a-t-il une âme d'explorateur en chacun de nous? Sommes-nous tous curieux? L'homme a-t-il toujours été attiré par le cosmos et sommes-nous tous concernés? Alors le propre de l'homme et de toutes les créatures sensibles, c'est d'explorer le plus loin possible. Et une partie du visible va devenir visible. Je pense que tout individu sensé a envie de savoir, a envie de découvrir ce qu'est la vérité, ou du moins ce qu'est l'approche de la vérité. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous, d'une manière ou d'une autre. On a consacré plus ou moins d'énergie à atteindre cet objectif, ou à le poursuivre plutôt. Mais je pense qu'un explorateur, nous sommes tous des explorateurs en fait. Mais les vrais explorateurs sont des gens qui vont sur les terres inconnues contre l'avis de tout le monde à peu près. Ce qui les motive, c'est la soif de savoir, la soif de découvrir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir, mais ils savent qu'ils vont découvrir quelque chose, ou ils le supputent, ils l'imaginent. Mais la nature même de la découverte est totalement inconnue. C'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas antérieurement, c'est du neuf. Il est à noter que certaines personnes ne regardent jamais le ciel, et d'autres regardent le ciel en s'interrogeant. Le jour, la nuit. Une part de l'humanité regarde vers le sol, et manifestement, évidemment, une autre part regarde souvent vers le ciel en s'interrogeant. Et en ayant le sentiment, peut-être au départ, de ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe dans le ciel. Donc c'est par praticité, et aussi par besoin d'améliorer son quotidien, que les gens se tournent vers le sol, vers l'horizontalité. Donc c'est les rêveurs peut-être, mais pas seulement, les scientifiques qui tournent leur regard vers le haut, vers l'inconnu, vers les étoiles. Il y a un mélange des deux, je dirais, en chacun d'entre nous, et ça évolue au fil de la vie. Pensez-vous qu'il y ait une confusion et ou une méconnaissance autour du voyage astral? Par ailleurs, est-ce un thème tabou? Pouvez-vous nous faire part de votre expérience à ce sujet? La destination est-elle celle de notre choix? Qu'est-ce que le voyage astral? C'est le voyage hors du corps. C'est-à-dire qu'on quitte son enveloppe comme on quitte sa voiture ou sa maison. On la quitte véritablement. C'est ça le voyage hors du corps, c'est ça le voyage astral, si on veut donner une définition. Alors il peut y avoir une confusion avec certaines autres choses. Certaines personnes la confondent, le voyage hors du corps, avec l'exportation des facultés, l'exportation des sensations. Par exemple, la vision à distance n'est pas du voyage astral. Certaines personnes font la confusion quand ils connaissent que ça, que les facultés psy, qui ont trait en fait au champ d'énergie, à l'énergie. Ce sont des explorations qu'on fait à partir du corps biologique. C'est en quelque sorte des filaments qui vont partir et qui vont porter la vision, le goût, enfin absolument toutes les perceptions du corps. Donc on exporte ces filaments et on visite ainsi différents endroits, sauf qu'on reste bien localisé dans le corps. Donc il y a une grande confusion qui s'est installée dans l'esprit des néophytes, je dirais. Et le rôle des gens comme moi, c'est d'expliquer la différence. Donc les facultés psy, ça a trait à l'énergie, telle qu'on va la connaître de plus en plus, parce qu'on va l'objectiver scientifiquement, c'est déjà en cours. Et le voyage hors du corps, c'est vraiment... Je sors de cette enveloppe-là, totalement, véritablement, comme au moment de la mort physique. Je pense que tous les termes méritent d'être définis. Et je dirais que le voyage astral, c'est vraiment ce qui est visité en dehors de la dimension physique, parce qu'il existe un grand nombre de dimensions et probablement une infinité. Et ça, c'est une explication qu'on doit avoir, c'est-à-dire que notre cosmos, aussi grand soit-il, n'est pas le seul cosmos qui existe. Il est défini par sa vibration de base, par une frange de vibration plus exactement. Donc il y a des cosmos qui vibrent moins fort et des cosmos qui vibrent plus haut. Et nous les voyageurs désignent ceux qui voyagent hors du corps, nous les voyageurs, on suppute, on se doute que plus les cosmos vibrent fort, plus ils sont vastes géographiquement. Donc il y a des mondes inférieurs, il y a des mondes supérieurs. Donc le voyage astral, c'est véritablement un voyage ailleurs que dans le plan physique, celui qu'on connaît, celui dans lequel on tourne cette vidéo. Alors, ce qui m'a amené à expérimenter le voyage astral, et la première fois, en fait, a eu lieu avant ma naissance.
Donc en fait, ça a tout le temps eu lieu depuis le début de cette vie. Puisque je me suis toujours souvenu, et je me souviens encore, du moment avant la naissance, puisque j'étais dans les jardins de l'hôpital avec mes potes de l'autre monde, et qu'il a fallu rejoindre le fœtus pour participer à l'accouchement. C'était la moindre des choses que je sois présent pour ma propre naissance. Et donc ce souvenir-là a toujours été là, et 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et les expériences de voyage hors du corps ont démarré spontanément très vite. Et techniquement, je voyais le plafond m'arriver en pleine tête, donc allongé dans mon petit lit, et je me mettais à danser avec le plafond à 10 cm de mon visage. Et après, je me promenais, je traversais les murs, j'allais sur les toits, et je visitais le village que nous habitions à l'époque. Donc ça, ces événements ont eu lieu très tôt, et je ne pensais qu'à ça, parce que c'était des moments absolument magnifiques. Évidemment, je n'en parlais pas, à juste raison, puisque personne n'en parlait autour de moi. L'enfant sait très tôt de quoi il doit parler ou ne pas parler. Donc jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'ai totalement passé sous silence ce genre d'expérience, alors que c'était pour moi la chose la plus importante au monde. C'était quelque chose d'incommunicable. C'était quelque chose que manifestement on ne devait pas aborder, puisque les autres n'en parlaient pas. Les adultes n'en parlaient pas, mes camarades de classe n'en parlaient pas, personne n'en parlait, donc par réflexe on n'en parle pas. Or, j'y pensais tout le temps. Alors, pour partager des détails du moment de la naissance, donc j'avais déjà fait des allers-retours dans le fœtus. Je peux donner des détails sur ce qui se passe quand on est dans le fœtus et quand on en sort. Bon. On ressent les émotions de la mère. Si la mère est d'humeur un peu triste, on va littéralement être agressé par des substances biologiques qui attaquent le fœtus. Donc être d'une humeur égale quand on attend un bébé, c'est vraiment important. Moi, je me souviens très bien de ces moments-là. Hein, et on tient le coup. Je me souviens très bien également de la relation qu'on a avec la mère, quand on est dans le fœtus. Cette relation océanique dont on parle. C'est-à-dire ce qui va créer... pour expliquer comment on arrive à s'incarner. En fait, on va créer un véhicule, d'abord un premier véhicule qui est un véhicule de matière énergétique, qui est une sorte d'état spécial de la matière physique. C'est en quelque sorte l'interface, qui va servir de colle entre le corps qui vient des mondes supérieurs et le corps biologique. Les deux sont liés par cette matière-là. Ce que la tradition appelle l'énergie, qu'on appelle le ki, le chi, le mana, etc. Pour des gens comme moi, c'est absolument sensible, c'est très direct, et en plus on la voit. Enfin, pour des gens comme moi, on la voit. En ce moment, je la vois. Donc, on commence par créer ça, et quoi que soit la mère, c'est une immense relation d'amour qu'on entretient avec elle pour créer ce véhicule-là. Quoi que soit la mère. Ça peut être la dernière des catins, stupide, analphabète et tout. C'est quand même comme ça, dans cette relation-là, que l'enfant va construire sa relation avec la mère. Donc c'est un peu ce que les hindous appellent la mère divine. C'est l'image de la mère divine sur Terre. On a une relation totale d'amour avec cette personne qui va héberger notre corps biologique. Donc ça va nous aider à créer le corps énergétique qui lui-même va construire le fœtus, hein, qui va diriger l'évolution du fœtus pour le transformer en un truc comme ça, un corps humain. Donc ce processus-là, il est lent, on y participe volontairement. Soit on a complètement construit ce corps énergétique, soit on a pris le germe de notre dernier passage. On n'a pas totalement détruit la structure énergétique lors du dernier passage, et je me souviens du dernier passage, avant celui-là. Et donc, si on ne l'a pas totalement détruit, on reprend ce qui reste, on le remet en germe et on construit à partir de ça. Ce qui explique que certaines personnes naissent avec des marques de naissance sur le corps. En fait, ils ont ramené le matériel et, comme ça participe à la création du corps biologique, ils ont la marque. S'ils ont été tués, par exemple, d'un coup de pioche sur la tête, on va retrouver sous les cheveux, on va retrouver la marque. Ça vient de là. Si on a totalement détruit la structure énergétique entre deux incarnations, on ne va pas retrouver ça. Donc, la relation océanique avec la mer, c'est ça, c'est la clé. C'est un immense amour, un immense désir de fusionner avec elle, et on est fusionné avec elle. C'est vrai qu'on ne se distingue pas de la mer, sauf pour ceux qui gardent la mémoire, hein, parce qu'il y a le choc de la naissance, véritablement, dans lequel c'est tellement intense que la plupart des gens perdent la mémoire. Je n'ai pas perdu la mémoire. Je m'en souviens très bien, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Je me souviens de cet immense amour que j'avais pour ma mère, et les premières années, les premières semaines, les premiers mois, je me souviens de toute ma vie. Quand on est parti de l'hôpital où je suis né, et quand on est allé dans l'endroit où habitaient mes parents, je me souviens de tout. Je suis né par césarienne, et donc je m'en souviens très bien, et je peux vous dire que quand j'ai émergé du ventre de ma mère, je voyais plutôt en noir et blanc, plutôt flou, et puis les couleurs sont arrivées progressivement.
Dans les années où les sorties étaient spontanées, comme ça jusqu'à l'adolescence, ça arrivait, en fonction de paramètres que j'ignore encore maintenant, c'était toujours le même scénario, j'étais allongé dans le lit, souvent sur le dos, mais pas toujours. Et il y avait quelque chose qui se passait en moi alors que je commençais, le corps s'endormissait, mais moi j'étais toujours réveillé, et je sentais comme si on séparait deux aimants. Mon père avait des aimants, j'aimais beaucoup jouer avec, et ça me faisait la même chose que quand on séparait deux aimants. Ça fait plomb-plomb, et après, je voyais le plafond m'arriver en pleine tête. Voilà. D'un seul coup, le plafond faisait ça. Et puis je l'avais à ça. Et je me retrouvais en train de flotter en l'air, comme ça, en train de me balancer doucement. Et si la pièce, au début, je dormais dans la chambre de mes parents, et si la pièce était plongée dans le noir, eh bien, il n'y avait plus de noir. Il faisait clair, et je voyais danser des lumières partout. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, j'ai souvent cherché l'origine de ces lumières. On avait un poêle à charbon dans la chambre de mes parents à l'époque, et j'ai fait 1000 fois le tour en disant « Mais d'où vient cette lumière ?» Je ne comprenais pas d'où venait la lumière que je voyais quand j'émergeais hors du corps. Je suis allé tout de suite sur les toits, parce que j'adorais aller sur les toits. D'ailleurs, ça m'a entraîné le désir d'aller physiquement sur les toits. J'allais chez les voisins. Au début, je n'osais pas trop. Et je me suis aventuré, c'était vraiment par étapes comme ça, de quelques dizaines, quelques centaines de mètres au-dessus à partir de l'endroit où j'habitais avec mes parents. Et c'est là, à l'âge d'environ 3-4 ans, que j'ai vu des gens faire l'amour pour la première fois. Personne ne m'avait mis au courant. J'ai été complètement sidéré de voir ce qui se passait. Donc je me souviens très bien de l'endroit et ce qui s'est passé. J'étais en train de flotter à 10-20 mètres de hauteur. J'ai eu des émanations mentales qui sortaient d'une espèce de chambre à coucher, un endroit que je me souviens très bien. Et j'ai observé ce qui se passait, j'étais sidéré, je n'avais jamais imaginé un truc pareil. J'étais tout petit, quoi, voilà. En quelques mots, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les étapes clés du voyage astral ? Y a-t-il un entraînement spécifique à suivre, et si oui, lequel ? Par ailleurs, quelles sont les différentes typologies du voyage astral ? Pour vivre le voyage hors du corps, j'ai isolé 4 paramètres. Le premier critère, c'est le corps est totalement endormi. Voilà, à une étape plus profonde que le sommeil ordinaire. Voilà. Toutes les expériences où le corps n'est pas profondément endormi sont des expériences psy et ne concernent pas le voyage hors du corps. Donc ça, c'est le premier critère. Le second critère, totale conscience. Totale conscience. Voilà. Si vous n'êtes pas totalement conscience, vous allez barboter dans n'importe quoi. Troisième critère, intention. L'intention de voyager, de sortir hors du corps. C'est un élément essentiel parce qu'on peut très bien remplir les 2 premiers critères et on reste à l'intérieur du corps parce que l'état est... Et si on n'a pas l'intention de bouger, on va rester en train de flotter à l'intérieur du corps. Le 4e critère, qui rejoint un petit peu le premier, c'est l'absence totale d'effort. Parce que si vous produisez un effort, quel qu'il soit, mental ou nerveux, vous allez recréer de la liaison entre le champ d'énergie, donc le corps biologique et le corps de lumière vont rester collés. Donc il faut arriver à ce paradoxe-là, poser une intention, mais dans un total non-effort. On peut faire un parallèle, effectivement, entre le voyage hors du corps et la discipline qui va y mener à cette expérience, et les pratiques sportives. Dans les pratiques sportives, on n'a pas besoin de dogme, on n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de croyance, on n'a même pas besoin de rituel. La pratique sportive suppose un entraînement qui est adéquat par rapport à notre objectif. Si on veut devenir bon en basket, on va faire des paniers, on va travailler l'endurance, mais également un déplacement rapide. Si on fait du judo, moi je suis judoka, on va faire des uchikomi, on va faire l'entraînement de fond qui va nous permettre de faire ça. Et si on veut courir un marathon, on va faire des 10 km, des 20 km, de temps en temps des marathons. Donc il y a un programme qui est adapté à ce qu'on veut faire. Et c'est l'entraînement régulier qui va faire qu'on devient performant. L'entraînement régulier est la base de tout. On est sur une discipline sportive dans laquelle les états d'âme, ou l'idée que les gens doivent être évolués, qui doivent être méritants, ce genre de choses, qui doivent être ancrés. Moi, j'entends des histoires de ce type-là. Toutes ces idées-là, je ne vais pas les citer toutes, tout ça, vous les prenez et vous les mettez à la poubelle. Ça n'a ni queue ni tête. Moi, je ne suis pas une personne spirituelle, je ne suis pas particulièrement un saint, pas du tout. J'ai aucune prétention spirituelle, ni pour moi, ni pour qui que ce soit d'autre. Ce que j'explique, c'est que le voyage hors du corps, c'est une question de technique. Et ce n'est que ça. Donc, il y a un entraînement. Si on le mène à bien, il y a des gens qui vont réussir rapidement. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui ont des aptitudes naturelles. Et puis ceux qui ne sont pas doués pour courir un marathon, à force de s'entraîner, ils vont finir par courir un marathon, je ne sais pas en 4 heures, mais ils vont le faire. C'est juste une question d'entraînement. Il y a 3 sortes de typologies de sorties. Les sorties assistées,
Je vais aller à la plus simple, c'est-à-dire un être de l'extérieur ou un ensemble d'êtres vous aide à sortir. Alors généralement, vous vous sentez tiré par les pieds ou par les mains et vous giclez un peu comme on fait un poisson et vous vous retrouvez en dehors du corps. Et dans la très grande majorité des cas, les gens qui vont sortir hors du corps ne sont plus là. C'est-à-dire ils vous sortent et ils s'en vont. Contrairement à tous ces gens, ces entités qui sont là pour vous raconter que vous êtes un élu, que vous avez une mission, eux ils vous sortent et ils ne sont plus là. La deuxième typologie de sortie, c'est la plus facile, c'est quand justement la matière énergétique n'exerce plus son attraction. Et dans ce cas-là, la sortie, c'est juste une intention. L'intention de bouger, de faire comme si je volais, par exemple. Et là, on glisse hors du corps, un peu comme si on se débarrassait d'un voile, avec une facilité déconcertante. Alors qu'il y a des gens qui bossent pendant une dizaine d'années, mais comme ils bossent mal, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et on glisse et « Ah, je suis sorti !» Zéro sensation, je suis simplement sorti, je sais que je suis sorti. La certitude d'être sorti vient de, d'abord une sensation physique, j'allais dire physique, kinesthésiste. Je suis sorti, je vois le corps ici. Et je suis en dehors. D'abord, il y a plein de sensations multidimensionnelles qui commencent à s'installer. On est hyper léger, on est hyper lucide. Donc ça, c'est la deuxième version. La deuxième typologie. La troisième, c'est quelque chose qui va faire qu'on va provoquer de force la séparation. C'est-à-dire qu'on va obliger le champ d'énergie à vibrer de plus en plus fort. Parce que soit il ne colle plus, soit il ne colle plus parce qu'il vibre de plus en plus fort. Donc les techniques de l'IAC, par exemple, ça va être des exercices qui vont accélérer la fréquence du champ d'énergie, jusqu'au point où il ne colle plus. Donc ils appellent ça le vélo, ce genre de choses. Donc là, on a des catégories de manifestations qui sont très différentes. On va à l'approche de la sortie, on va entendre des sons, par exemple, souvent. Des sons qui peuvent être des musiques magnifiques, moi j'en ai souvent entendu, ou alors des cacophonies incroyables. Vous avez l'impression que dans votre maison, quelqu'un se bat avec de la vaisselle. Ou alors, c'est un bruit de réacteur. Ou alors, le pire du pire, parce que ça c'est arrivé aussi, et plein de gens en témoignent, vous êtes littéralement dans un réacteur d'avion, mais environné de crépitements électriques. Dans les stages que j'anime, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des sorties spontanées. Parce que, simplement, les 4 critères que j'ai énoncés étaient réunis par hasard. Qu'est-ce qui se passe à l'approche de la sortie? C'est que petit à petit, quoi qu'on développe comme technique, le corps va s'endormir. Qu'est-ce qui va faire qu'il s'endorme? D'abord, il bouge de moins en moins, voire plus du tout. Les battements cardiaques se réduisent. La respiration se réduit de plus en plus, au point que si on fait attention, on se dit « mais il ne respire plus le corps ». À plusieurs reprises, quand j'ai commencé à faire des entraînements volontaires, j'ai dit « mais il ne respire plus, il va mourir, il ne respire plus ». Donc ça, c'est l'état normal qui arrive quand on approche de la séparation. Voilà. Et à un moment, il y a un basculement. Et là, c'est vraiment bizarre, c'est-à-dire que si on n'est pas dans l'hypothèse 2 que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire la tension zéro, la force zéro entre les systèmes, si on est dans les techniques d'induction, d'intention, ce genre de choses, quand on va finalement arriver, ce n'est pas la méthode la plus facile, au point limite dans lequel on va se séparer, l'univers entier change autour de vous. C'est un choc. C'est tout ce que vous avez imaginé ne vaut plus rien. On va ramener au retour des informations que le corps biologique n'a pas eu lui-même. Qu'est-ce qui se passe après la sortie du corps? Alors généralement, on se retrouve à proximité. Pas toujours, hein. Pour les voyageurs expérimentés, on va gicler très loin tout de suite. Le plus dur, c'est de ne pas faire de déplacement instantané, parce que dès qu'on pose une intention d'aller quelque part, on y est. Donc il faut apprendre à se déplacer lentement. Lentement, ça peut être 10 000 km par seconde. La thématique de la corde d'argent revient souvent lorsqu'on évoque le voyage astral. Qu'est-elle réellement et quel est son lien avec le voyage astral? Alors qu'est-ce que la corde d'argent? C'est vraiment ce qui nous relie au corps biologique. Même si on s'éloigne beaucoup, alors cette corde d'argent, elle est visible. Quand on est tout près du corps biologique, ça va être gros comme le petit doigt. L'expérience montre qu'elle est là et qu'elle agit pour nous ramener dans le corps et on est toujours tiré par là. Elle est bien rattachée là. Le lien, c'est de la matière énergétique. Quand on part hors du corps, on a dans le corps astral, alors c'est une mauvaise nouvelle pour les voyageurs, mais bon, s'ils font attention, ils vont se rendre compte, on a une contrepartie énergétique dans le corps astral. On n'est pas totalement libre, ce qui explique qu'il y a la corde d'argent. Donc, dans le corps astral, tant qu'on est incarné, il y a des filaments d'énergie partout. Cette matière très lourde et très désagréable que nous, on appelle la colle. Hein, c'est la fameuse énergie, la lumière des praniques. Pour nous, c'est quelque chose d'horrible et de dégoûtant. Mais pour eux, c'est de la lumière. Bon. Et,
il faudrait changer de point de vue, il verrait que c'est de la colle. Et donc cette matière-là, cette corne d'argent, elle relie en fait les deux systèmes. Et les deux systèmes qui sont fusionnés quand on est à l'intérieur du corps. C'est aussi simple que ça. Donc dès qu'on s'éloigne de 3 ou 4 mètres, c'est un minimum, là, les choses se stabilisent. Donc, et quand on s'éloigne de plus que ça, si on s'éloigne d'1 kilomètre, la corde va devenir toute fine et en fait elle devient invisible même avec la vision astrale, qui pourtant est vraiment précise. Donc elle devient invisible, mais on la sent. C'est-à-dire que quand le corps biologique va nous ramener, soit on va désirer retourner, soit en général c'est le corps biologique qui nous ramène. C'est le système qui nous ramène. Et donc les voyageurs apprennent à lutter contre ça. Et on va passer 20 ou 30 ans à se rendre compte qu'on a beaucoup de mal à lutter contre ça. Il m'arrivait effectivement d'échanger avec des scientifiques sur la nature de la matière, les observations qu'on peut faire en dehors du corps. Certains scientifiques, je connaissais un physicien à un moment qui était très intéressé par les observations que je pouvais faire. Mais sur le processus en lui-même, si vous voulez, si on n'a pas affaire à quelqu'un qui connaît le processus, il va très mal l'étudier. Ce n'est pas parce qu'on vous baptise scientifique que vous devenez un expert du voyage astral. Vous ne pouvez pas être un expert du voyage astral sans être un voyageur. Donc un scientifique qui se mêle d'étudier ces questions-là, c'est comme un mathématicien qui veut devenir expert en jardinage. Pourquoi est-ce qu'il aurait la compétence ? Et bien souvent, c'est ça. On a des gens qui ont tenté d'explorer ces questions-là, mais leur science n'est pas la bonne science. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différences entre le corps biologique et le corps astral ? Quelle différence y aurait-il donc entre l'exploration humaine et l'exploration astrale ? Quels sentiments ressentons-nous en montant dans les mondes supérieurs et quelles sensations expérimentons-nous alors que nous revenons à notre état de dormeur ? Il y a des sens qui n'existent pas dans le corps biologique, mais qui existent dans le corps astral. Et par exemple, le corps astral va voir absolument avec toutes ces particules de lumière. C'est-à-dire, je peux voir avec le dos de la main uniquement, ou l'arrière ici. Donc c'est pour ça peut-être qu'on voit dans toutes les directions en même temps. Et l'acuité de la vision est extrêmement grande. C'est de l'ultra HD. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'on a la vision à la fois télescopique et microscopique, sans bouger de l'endroit où on est. Je regarde une forêt qui est à 50 km, je zoome dessus, et là, je pénètre dans la feuille, dans les feuilles, voilà. Donc microscopique, macroscopique en même temps. Il n'y a pas, quand on voyage assez vite, mettons assez vite, ça va être 400-500 km/h, si on passe à côté d'une forêt, on n'a pas ces traînées qu'on voit, nous. Si on est dans un train et qu'on regarde perpendiculairement au trajet, on va voir, s'il y a des arbres, on va voir des traînées à cause de la persistance rétinienne. On a une persistance rétinienne, mais qui s'installe à partir vraiment de très haute vitesse. À 500 km/h, on voit tout se détacher, mais très vite, mais on voit tout comme si on avait une caméra de 1000 ou 10 000 images par seconde. Il y a une espèce d'euphorie qui dure 2-3 jours. Alors là, il ne peut rien nous arriver. On flotte littéralement. Et puis petit à petit, ça décline. Et on tombe dans une forme de mini-dépression, de blues. Mais qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à voler, je suis dans un corps qui est lourd, j'aimerais bien recommencer. Les gens ici sont bizarres, ils comprennent rien. Mais je suis où ? Dans quelle planète je suis ? Mais ils sont cinglés, les gens ici. Ils regardent des matchs de boss à la télé, ils se font la guerre. Ils se préoccupent d'avoir, je ne sais pas combien de voitures ou de fringues. On ne comprend plus. Et après, on se restabilise, on redevient standard, on se réadapte. Au voyage d'après, ça recommence. Ça, franchement, j'ai eu un certain nombre de fois comme ça des gens qui ont commencé à voyager, et heureusement, je les calme, parce qu'ils voudraient annoncer ça à tout le monde. Je me souviens de quelques cas comme ça, qui voulaient arrêter de travailler, qui voulaient se mettre littéralement à leur balcon, comme le pape, en disant « Écoutez, arrêtez tout, j'ai un truc à vous dire, sans déconner, mais arrêtez tout, parce que c'est plus important que tout ce que vous faites. Cette nuit, je suis sorti de mon corps. » Et j'ai vu qu'on allait tous survivre à la mort. En fait, on a toujours existé. Et qu'il n'y a pas un moment où on n'existera pas. Il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire avec les explorations humaines physiques. Le domaine local. Le domaine local, c'est le plan physique et la proximité géographique. Donc, enfant, moi, c'est ce que je faisais. J'explorais vraiment le coin. Ensuite, il y a le domaine plus vaste. On va parcourir la planète. Et la planète est quand même sympathique. Et petite parenthèse, c'est une boule. Elle n'est pas plate du tout. Parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que des experts de la Terre plate me contactent en disant « Toi qui voyages hors du corps, confirme-nous que la Terre est plate. » Je suis désolé, non. C'est exactement comme les photos de la NASA.
C'est comme ça. Ils sont peut-être truqués, mais c'est quand même comme ça. La Terre est une boule, et moi je me souviens de plusieurs fois où, récemment, parce que ces théories ne font que recirculer que récemment, je décolle en disant, tiens, revoyons le truc. En même temps, si on prend l'avion, on voit bien. Hein. Ah oui, oui, c'est une boule. Voilà, bon, désolé, c'est une boule. Voilà, comme Vénus, comme Mars, comme tout le reste. La zone locale, ça va être la planète. Et donc, on va pouvoir aller n'importe où sur la planète. Le voyageur astral, il est caractérisé par sa charge énergétique. Alors, le voyageur astral, dû à la structure énergétique tant qu'il est incarné, qu'il reste incarné, il voyage avec une charge énergétique. D'ailleurs, il est important qu'il apprenne à se décharger un maximum de ce surplus. Si ce surplus est trop important, il va petit à petit se sentir très lourd et avoir des difficultés à voyager. Il aura même du mal à passer à travers les murs. Donc s'il se décharge, il y a différentes méthodes pour se décharger, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais s'il se décharge, il va devenir capable de voyager à l'échelle de la planète. Ça reste la zone locale, la planète. Quand on gagne le cosmos, je pense qu'on reviendra dessus, mais quand on gagne le cosmos, on est toujours dans le monde physique, mais c'est quelque chose de très vaste là. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose, c'est un véritable choc au retour pour le corps biologique quand il est question de lui transmettre ces informations-là. Donc moi j'ai fait peu de voyages dans le cosmos, une poignée, mais cependant j'ai ramené des infos qui sont intéressantes. La zone locale, c'est la planète, et la zone locale, élargie, c'est le cosmos physique. Le vrai voyage, c'est de changer de dimension, c'est-à-dire de changer de cosmos, schématiquement. Donc, il y a des cosmos qui sont inférieurs en vibration et des cosmos qui sont supérieurs. Ils sont caractérisés par quoi? Parce qu'on a des points de repère quand même précis. La lumière, premier critère. Plus elle est belle, plus elle est intense, plus elle comporte des couleurs variées, plus on est dans un monde supérieur. Quand on descend en vibration, on pénètre dans des mondes dans lesquels manifestement le bleu, le violet n'existent pas, n'ont jamais existé en fait. Et ce sont des couleurs qui sont de plus en plus sales, ça ne dépasse pas le vert par exemple. Voilà. Et ces mondes-là, je les ai explorés. Donc ça c'est vraiment frappant. Le spectre qu'on connaît ici s'écrase par le haut. Par contre, quand on monte dans les vibrations supérieures, le spectre se déploie par le haut aussi. Alors d'abord, on a une vision très large, mais il y a des couleurs nouvelles qui apparaissent. Et ce sont des couleurs fondamentales. Le sentiment de liberté, de joie, augmente considérablement dans les mondes supérieurs. Quand on monte dans les mondes supérieurs, là, on se sent de plus en plus près du Créateur, même si on n'est pas croyant, et c'est mon cas. Je ne suis pas du tout un suiveur de religion, quelle qu'elle soit. La proximité avec eux, on se rend compte que Dieu, la création, la lumière et l'amour, c'est une seule et même chose. Ça forme un tout très complexe qui est totalement incompréhensible pour le corps biologique quand on redescend dedans. Mais ce sentiment d'amour infini est donc plus que suffisant pour assouvir tout ce qu'on peut imaginer, ce dont on peut avoir besoin, ou ce dont il est nécessaire de se charger pour se guérir de ce qui s'est passé sur Terre. Que se passe-t-il pour le corps physique lorsqu'il est en voyage? Eh bien, il se repose. Et il se repose beaucoup d'ailleurs, parce qu'il est vraiment en état de stase, donc il se régénère. Et il n'a aucune idée de ce qui nous arrive à nous. Donc c'est au retour dans le corps qui s'opère en 2 temps. C'est un déplacement hyper rapide et ensuite on se place juste au-dessus et on est absorbé. Alors tout ça, c'est le voyageur confirmé qui s'en rend compte en observant le phénomène. Et c'est au moment de la fusion, avec le champ d'énergie, qu'on télécharge littéralement les informations sur le voyage. Et là, il y a une difficulté. Si on a vécu des choses qui sont intraduisibles pour le corps biologique, il va falloir qu'il s'y fasse, le coco. Genre une couleur qu'il n'a jamais vue, ou un sentiment qu'il n'a jamais eu, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des sensations, enfin, il y a plein de sensations. Ne serait-ce que la vision dans toutes les directions. Je ne connais pas ça. Finalement, quand nous voyageons dans le cosmos, sommes-nous tout seuls? Comment sommes-nous perçus par les entités de l'univers? L'univers grouille de vie et de vie intelligente, c'est une évidence. Les gens qui croyaient il y a encore 50 ans que les systèmes planétaires étaient rarissimes, il y a des types qui, il y a 50 ans, même 30 ans, je crois, disaient c'est un accident avec une chance sur je ne sais pas combien de milliards qui s'est produit, qui a donné le système solaire et son cortège de planètes. Voilà. Je me souviens dans les années 80, il y a des types très intelligents qui disaient ça. Et puis après, on a commencé à trouver des planètes partout. Et plus on cherche, plus on en trouve. Donc, ces experts-là d'il y a 30 ans étaient simplement des gens qui n'y connaissaient rien. Pour les voyageurs, c'est une évidence.
Généralement, quand on est peu chargé de matière énergétique, on est invisible même pour les extraterrestres moyens. Donc ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un vaisseau et d'être au milieu de types, là, et on ne calcule pas, ils ne me voient pas. Voilà. Donc là, c'est là que j'ai découvert aussi des trucs aussi plutôt scotchants sur la présence sur Terre. Parce que j'ai intrusé un vaisseau un jour, ils ne m'ont pas vu. Donc moi, par contre, j'ai bien vu ce qu'ils faisaient. On n'est pas le centre de leur attention obligé, hein, même sur la planète. Ils sont souvent en charge d'autre chose que des êtres humains. Les êtres humains sur la planète, c'est un paramètre, mais ce n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. On n'est pas aussi important, nous, en tant qu'espèce, qu'on s'imagine. Ils pensent qu'on va devenir une race sympathique. Ça va prendre du temps, hein, genre centaines de milliers d'années au moins. Il s'agit d'une thématique de plus en plus à la mode, mais faut-il se taire, garder cela tabou, ou au contraire partager ses expériences ? Il n'y a rien de pire que les groupes, Facebook ou autres, de gens qui sont intéressés par le voyageur du corps. C'est un marécage. C'est que des gens qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et là-dedans, il y a quelques personnes qui savent très bien de quoi elles parlent. Et qui savent très bien qu'il faut qu'elles fassent très attention à ce qu'elles disent. Très attention. Parce que soit elles vont s'en prendre plein la gueule, soit on va se foutre d'eux, soit on ne va rien comprendre à ce qu'elles disent. Donc c'est le paradoxe, c'est les groupes Facebook. Alors moi j'en ai un sur le sujet, si j'en vois, parce que des gens sont volontiers agressifs sur Internet, et moi il y en a un qui bouge une oreille, il dégage. Voilà, c'est très bien. Donc j'ai jamais cherché le nom, mais j'ai quand même plus de 3000 personnes dans ce groupe-là. Voilà. Donc là les voyageurs se sentent à peu près à l'aise, il y en a quelques-uns. Mais je connais une voyageuse récente qui a quitté un gros groupe Facebook de voyageurs du corps. Elle s'en est pris plein la gueule, et pourtant c'est une vraie voyageuse. Elle a commencé à voyager il y a 2 ans. Quant à vous, vous considérez-vous comme un astronaute ou un voyageur ? En quoi ces voyages permettent-ils de contribuer à l'évolution de l'espèce humaine ? Non, je ne me considère pas du tout comme un astronaute. Je me considère comme un voyageur. Et on ne peut pas se considérer autrement. C'est quoi un voyageur ? C'est quelqu'un qui sort hors de son corps de manière volontaire, c'est l'idéal, qui est totalement conscient durant le phénomène, le voyage, et qui ramène le maximum d'informations dans le corps biologique. Et il a des caractéristiques, ce voyageur. D'abord, il comprend que chaque voyage est fondamentalement différent, lui apporte un trésor d'informations. Ensuite, il développe le sentiment d'être comme un enfant. C'est-à-dire que chaque voyage donne un sentiment profond de ne rien savoir du tout. C'est très frappant. C'est que plus on voyage, plus on apprend de choses, on revient en disant « je comprends de moins en moins ». Je comprends de moins en moins le temps, je comprends de moins en moins l'espace, je comprends de moins en moins. On finit par... voilà. On acquiert de la connaissance, mais on comprend de moins en moins. Parce que ça suscite de nouvelles questions auxquelles on n'a pas de réponse. Alors évidemment, aux questions premières, on y répond. Qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'énergie et tout ça, c'est vite fait, ça. Est-ce qu'on survit à la mort et de quelle façon ? C'est rien, ça. Et alors après, les questions, ça déploie dans tous les sens. Il est évident que plus il y aura de voyageurs, de vrais voyageurs, hein, pas de gens qui se prétendent voyageurs ou qui font des expériences sur drogue ou qui sont dans les expériences psy. Il est évident que plus il y aura une part importante, elle est toute petite actuellement cette part, hein, plus la contribution à l'évolution de l'espèce humaine se fera. Moi je pense que chaque individu contribue, par son expérience personnelle, à développer une espèce d'égrégore collectif, une espèce de corps commun de l'humanité. C'est une évidence pour nous, les voyageurs. On voit qu'il y a une conscience collective, que l'humain ordinaire est très peu individualisé, il se pense individualisé, mais il se trompe complètement. Il est comme une fourmi dans une colonie de fourmis. L'évolution suivante, ça va être ça, c'est une évolution sociologique, économique, enfin ça va être sur tous les plans, philosophique, qui va prendre longtemps. C'est pas pour demain que les IT vont se montrer à nous en disant « Allez, on va vous expliquer, hein, on est là, et puis on va tout vous dire ». Ah non, tout nous montre au contraire qu'on n'est pas là qu'on n'est pas prêt. Peut-on donc, selon vous, conquérir l'espace tout en s'affranchissant de la matière ? Oui, il y a les développements technologiques vont venir, si on s'inspire de ce qu'ont fait les gens de Zeta Reticuli. Et là, j'ai des informations quand même. On va développer des technologies, de toute façon, on va faire comme les autres. Hein. On va développer des nouveaux matériaux qui vont avoir des propriétés exotiques. Alors exotiques en termes de légèreté, de résistance et de capacité électrique, par exemple. Et on va arriver à la supraconductivité, conductivité et même au-delà, avec certains matériaux dont on pourrait s'inspirer, parce qu'on a trouvé ces vaisseaux, on a des bouts. Donc on ne savait pas comment ils volaient au départ. Mais on a fini par comprendre. Enfin, une certaine partie de l'humanité a compris. Donc tout à fait, le corps astral ne se fait pas cramer par un vaisseau extraterrestre, quel qu'il soit.
On va plus vite. Et pourtant, ils vont vite. Hein. Alors, je disais, c'est rigolo parce qu'à une certaine vitesse, on navigue comme dans un océan. Parce qu'il y a des particules, alors même s'il y en a peu, dans l'espace, on va tellement vite avec leur vaisseau ou même avec le corps astral, qu'en fait, c'est comme si on naviguait dans un océan. Simplement, si on voyage à 60 fois la vitesse de la lumière ou 2000 fois la vitesse de la lumière, ces particules peu nombreuses sont comme un océan. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Les navigateurs de l'espace, qui se baptisent les enfants des étoiles, de manière générale, parce qu'ils savent qu'ils sont issus, leur corps biologique est issu des étoiles. Ça, c'est vraiment quelque chose de générique, en tout cas dans la galaxie. Quand les civilisations commencent à être suffisamment développées technologiquement pour voyager plus vite que la lumière, parce qu'officiellement, nous, on ne voyage pas plus vite que la lumière, hein, ils deviennent des enfants des étoiles. Ils parcourent, en tout cas, les étoiles proches et la galaxie. Donc, ils s'appellent, souvent, ils se donnent ce surnom-là, les enfants des étoiles. C'est une petite indication. Nous arrivons désormais à la fin de cette interview. Nous espérons que cette exploration vous a plu. Retrouvez Mark Coburn dans le documentaire « Le jour où les terriens sont devenus extraterrestres », en exclusivité sur INRES TV. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.